Donc Richard Klein, vous êtes professeur en histoire et culture architecturale à Lille, c'est bien cela? Rassurez-moi, je ne refais pas une intervention. Non, 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 je vous rassure. Et donc vous êtes aussi chercheur au LACT, donc il y a un laboratoire de l'ENSAP de Lille, donc l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Donc vous avez fait une thèse avec Gérard Monnier à Paris 1 sur notamment la Villa Cavrois, et cette recherche a permis en particulier la réhabilitation, restauration de cet ouvrage de Mallet-Stevens entre 2002 et 2015. Donc vous êtes bien connu des enseignants-chercheurs puisque vous avez été président du CNESEA, le Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture, entre 2018 et 2023, et vous êtes investi dans de très nombreux organismes et institutions. Donc président de Docomomo France, on l'a compris avec votre présentation. Vous êtes aussi membre de l'Académie d'architecture. Vous êtes membre du conseil d'administration de la Fondation Le Corbusier. Et puis vous êtes membre de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Et vous nous avez montré que vous connaissiez très bien ces rouages. Vous êtes aussi beaucoup investi dans l'édition d'architecture, puisque vous êtes directeur de la collection architecture contemporaine chez Hermann, qui a eu le plaisir, il n'y a pas longtemps, d'éditer un ouvrage de Gilles Rago. Et puis vous êtes directeur du bulletin de Docomomo France, dont vous avez aussi montré les travaux. Et puis vos travaux personnels touchent de très nombreux architectes et ouvrages du XXe siècle, parmi lesquels je cite la Villa Cavrois, les maisons de la culture, et puis donc, tout récemment les modèles innovation avec Caroline Bauer, mais aussi un petit ouvrage que les historiens d'architecture ont, je pense, tous feuilleté ces dernières années, c'est le À quoi sert l'histoire de l'architecture, et je pense que votre démonstration et votre engagement au quotidien dans tous ces organismes nous montrent l'utilité de cette discipline pour faire société. Merci tout d'abord de cette invitation. Effectivement, aux premiers échanges avec Julie Gimbal, j'avais évoqué cette question des modèles innovation et de la confrontation de ce corpus d'études avec le label ACR. Et puis, il m'a été demandé aussi, en fonction de la journée, d'évoquer le label ACR de manière synthétique, on va dire. Et puis aussi l'association que je préside, qui n'est pas une secte, qui s'appelle Docomomo. Voilà, ça veut dire documentation, conservation, mouvement moderne. Je suis ravi que Gilles Rago soit là, puisque j'essaie de le faire adhérer depuis à peu près 20 ans. Et donc, peut-être aujourd'hui, maintenant qu'il est en retraite, peut-être va-t-il le faire. Donc, ce sera une occasion d'assister encore sur ce point. La partie qui est consacrée au modèle innovation, eh bien, en fait, elle est l'œuvre d'un duo. Je suis la moitié du duo. Voilà, c'est un travail qui a été effectué avec Caroline Bauer, qui est une collègue avec qui j'ai travaillé sur cette recherche. Alors, le label ACR, les trois thèmes en question vont se croiser, évidemment, à la fin de l'intervention, quand je vais évoquer les modèles innovation. Mais le label ACR, peut-être quelques précisions. Il remplace, donc, architecture contemporaine remarquable, remplace l'ancien label patrimoine 20e, qui avait été inventé un peu symboliquement pour le passage au 21e siècle, au moment où François Barret était directeur de l'architecture, et qui reposait sur une idée assez généreuse de finalement poser des étiquettes sur les bâtiments, en comptant ainsi que à la fois les propriétaires, et puis les visiteurs éventuels et tous ceux qui habitaient autour de ces bâtiments allaient avoir un peu de considération pour ces édifices. Donc c'était un label patrimoine 20e qui n'avait aucune incidence juridique, aucune obligation du point de vue patrimonial. C'était simplement, on signalait les qualités d'un édifice. Mais il n'y avait pas de critères dans cette sélection du patrimoine 20e. Il y a eu des listes nationales, des listes régionales, et finalement une grande disparité dans les choix qui avaient été faits. Et donc récemment, c'est-à-dire en 2016, à partir de la loi qui s'est appelée la loi LCAP, et des décrets de 2017, a été instauré un nouveau label qui s'appelle architecture contemporaine remarquable. Et la grande différence, enfin il y a plusieurs différences, mais il y en a une qui est justement une liste de critères. Il y a 6 critères qui sont affichés là sur cette
sur cette diapositive et qui sont remplis partiellement ou en totalité dans certains cas, et qui sont des critères de sélection de cette nouvelle labellisation architecture contemporaine remarquable. Il y a d'autres incidences. C'est un label qui est devenu glissant. C'est le terme qui est employé officiellement, qui me fait toujours un peu rire. Mais pourquoi glissant? C'est parce qu'en fait, il est décerné pour 100 ans, et donc il est supposé être relativement éphémère, mais d'une certaine durée quand même. Voilà, donc à partir de la fin de la construction de l'édifice, il dure 100 ans. Et l'autre incidence, c'est que la commission qui décerne ce label, qui est la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, eh bien, est sollicitée pour un avis dans le cas de travaux sur ces édifices. C'est une petite contrainte, mais son avis n'a aucune, ce n'est pas un avis conforme d'un architecte des bâtiments de France, c'est juste un avis sur les travaux qui sont projetés. C'est-à-dire qu'il peut être suivi, il peut ne pas être suivi. Et actuellement, on en est à une phase où les directions régionales des affaires culturelles ont quelques difficultés à gérer cette question, puisque évidemment, elles sont pas toujours, elles s'adressent généralement aux architectes des bâtiments de France pour produire ces avis. L'autre chose aussi, c'est que ce label, tous les labels patrimoine 20e sont devenus labels ACR. Voilà. Donc, mais surtout, comme le décret date de 2017, le premier effet du label ACR a été de délabelliser des bâtiments qui avaient été protégés au titre de l'après-Première Guerre mondiale. Donc quelques bâtiments commémoratifs notamment, qui avaient été labellisés patrimoine 20e. Comme la durée est devenue de 100 ans, eh bien ça a créé un petit souci qui n'était pas prévu initialement. Et il y a quelqu'un au ministère qui scrute actuellement, voilà, puisqu'on est en 2024, qu'en plus il y a un intérêt pour l'architecture des arts décoratifs. Donc il y a des risques que certains bâtiments échappent du coup, puisque ce label devient de 100 ans, échappe à cette étiquette et passe peut-être à un niveau d'inscription ou de classement si la proposition en est faite. Donc c'est un label, je dirais, qui pose un certain nombre de problèmes que j'évoquerai, notamment à propos des modèles innovation. Je vous recommande un ouvrage qui est paru dans une très grande discrétion, qui est en fait le bilan qui avait été fait en 2019 de ce label patrimoine 20e. Il y avait en 2019 1300 édifices, puisque ça comprenait les inscrits et les classés. 1330 édifices qui avaient été labellisés patrimoine 20e, puisque les bâtiments protégés avaient aussi ce label. Et donc, il y a cet ouvrage recense tous ces labellisés patrimoine 20e, et en plus, je dirais, les textes préalables portent sur des interrogations sur le devenir de ce label, justement. Donc cet ouvrage produit par le ministère de la Culture est assez intéressant, mais il a été très peu diffusé. Donc je vous le passe, si vous pouvez regarder ce que c'est. J'espère qu'il est dans toutes les écoles, ce qui n'est pas certain du tout, étant donné ce manque de diffusion. L'ancien sigle, l'étiquette, était en fonte d'aluminium, voilà, avec un repère chronologique, et puis le cycle 20e. La nouvelle étiquette est en résine synthétique et beaucoup plus abstraite, ce qui ne va sans doute pas faciliter l'identification de ce sigle ACR. Voilà. Docomomo, brutalement, je passe de l'un à l'autre, mais vous verrez que les choses sont liées. Qu'est-ce que c'est que ce mot étrange? Donc Docomomo, Documentation, Conservation, Mouvement Moderne, c'est une association internationale, une sorte d'organisation non gouvernementale qui concerne actuellement quand même 79 pays. Ça fait partie des arguments
que j'adresse toujours à Gilles Rago. 79 pays sur 5 continents, c'est quand même pas, vous voyez, une petite association locale. Là, il y a une carte où on présente tous les pays concernés. Évidemment, une concentration en Europe, puisque c'est né en Europe, mais quand même, voilà, une dissémination assez mondiale maintenant, depuis 1988. Pourquoi depuis 1988 ? Parce que cette association est fondée cette année 1988 par 2 architectes, Wessel de Jong et Hubert Jan Enkert, 2 architectes néerlandais, qui déploraient la situation de quelques bâtiments très importants du mouvement moderne, notamment 2 édifices vraiment significatifs. L'usine Van Nelle, qui est une usine de thé, de conditionnement de thé et de café, qui est situé à Rotterdam, et le sanatorium d'Hilversum, donc 2 édifices de Brinkmann et Van der Vluk. Je prononce très mal le néerlandais, donc, mais à Bordeaux, c'est peut-être pas un problème. Donc, et puis, évidemment, un sanatorium très connu dans l'histoire de l'architecture à Hilversum. C'est sur cette base qu'ils ont fondé cette association qui s'est développée quand même extrêmement rapidement et qui est toujours extrêmement vivace aux Pays-Bas, d'autant plus que l'architecture moderne est devenue aux Pays-Bas presque un instrument touristique extrêmement développé. L'association a plusieurs activités. Elle édite un journal qui est maintenant qui est une revue scientifique, donc avec tout ce que ça exige, qui s'appelle le journal de Docomomo. C'est 2 numéros par an avec des thématiques. Vous voyez ici un journal consacré à l'Ukraine, au patrimoine de l'Ukraine et aussi aux matières plastiques. Une conférence tous les 2 ans. Ici, c'est justement la couverture de la conférence qui a eu lieu à Rotterdam en 2005 et qui présentait en couverture l'usine Van Nelle, qui est enfin restaurée par d'ailleurs un des membres fondateurs de Docomomo, qui est Wessel de Jong, et qui est un bâtiment très connu, notamment dans l'histoire du fonctionnalisme, et aussi des journées d'études thématiques sur des thèmes plus spécifiques, puisqu'il y a aussi des comités de spécialistes thématiques. Docomomo a joué un grand rôle dans certaines labellisations UNESCO de certains sites et de certaines villes, Brasilia notamment, Tel Aviv, la ville blanche de Tel Aviv, et aussi Le Havre, qui a été une grande contribution de Docomomo France au label UNESCO, avec des collègues très impliqués, membres de Docomomo, comme Joseph Abraham, dans les dossiers de protection au titre de l'UNESCO. Docomomo France, c'est une initiative de Gérard Monnier en 1991, donc, qui était professeur à Paris 1 à la Sorbonne, un historien de l'architecture très impliqué dans ces questions de connaissance et de sauvegarde. Les activités de Docomomo, c'est par exemple des visites, une production de connaissances, j'y reviendrai, avec des inventaires, une production aussi des journées d'études auxquelles participent quelquefois des membres qui sont dans cette salle. Je vois Pierre Morer qui a participé à la dernière notamment, et aussi des bulletins, notamment un bulletin spécial, le dernier porté sur les immeubles de grande hauteur. Et il y a aussi des participantes dans cette salle à ce bulletin, notamment Julie Gimbal, qui, je pense, inaugurait les articles. Voilà. Donc, aussi, vous voyez là à l'image bien à la fois des lieux de visite, mais aussi des lieux de développement de la connaissance, et aussi quelquefois des lieux liés à des actions militantes pour la sauvegarde. C'est le cas de la villa de Richard Neutra à Croix, qui est le seul édifice construit par Neutra en France, et qui est maintenant sauvé
avec un avenir un peu plus positif que cela s'annonçait initialement. Voici une journée d'études, la dernière journée d'études qui a été menée par Docomomo, et puis des dossiers un peu complexes, comme celui de bâtiments qui sont pourtant protégés au titre des monuments historiques, mais qui ont été l'objet d'interventions, de projets d'intervention assez étonnants. La Maison du Peuple de Clichy, par exemple, de Baudouin et Lodz, qui est, vous le voyez, agrémenté d'un arrière un peu disproportionné, imaginé par Rudy Ricciotti, et pour lesquels on a dû prendre une position et très clairement essayer de faire que ce projet ne se réalise pas. Il y a un autre projet en cours. Nous verrons si il est plus intéressant. D'autres projets qui sont liés à l'actualité, comme par exemple des édifices transformés par des questions thermiques, des logements essentiellement. Ici, ce sont les tours-nuages d'Émile Aillot à Nanterre, pour lesquels aussi nous avons pris position. Des combats quelquefois un peu désespérés, comme celui de l'école d'architecture de Nanterre, de Jacques Calice et Roger Salem, qui sera transformé assez aussi avec de gros dommages. Et puis des bâtiments moins connus, comme par exemple le foyer Maurice Ravel, qui est un foyer étudiant à Nanterre aussi, destiné aux élèves du Conservatoire de musique de Paris, qui est un bâtiment très très étonnant, une sorte de proliférant, si vous voulez, qui comporte une salle de concert des mêmes architectes et qui est abandonné par son propriétaire et qu'on essaye de sauvegarder. Des dossiers plus positifs, nous sommes de plus en plus sollicités par les copropriétés. Ici, c'est un cas intéressant, donc à Thionville, une tour, vous le voyez, qui doit son esthétique à une forme de légèreté, une façade rideau extrêmement bien dessinée, mais qui, du coup, est soumise, bien sûr, à des injonctions aussi thermiques, quelquefois contradictoires avec les qualités de son architecture. Et donc, voilà, il y a un architecte qui est dans la copropriété, qui sollicite Docomomo pour l'assister dans les transformations, la qualité des transformations qui pourraient être faites. Une chose assez importante, dont s'occupe d'ailleurs ma collègue Caroline Bauer, qui est le fichier d'inventaire, qui est ouvert à tous ceux qui consultent le site de Docomomo. Nous avons des fiches d'inventaire qui sont, je le précise aussi, intéressantes du point de vue pédagogique, puisqu'elles développent des critères et qui... C'est très important pour Docomomo de développer à la fois la connaissance d'édifices en même temps que les éventuelles sauvegardes. Donc les fiches d'inventaire, c'est primordial parce que quand on peut alerter, on a une matière, si vous voulez, qui permet de développer les critères qui définissent la valeur d'un édifice. Donc ces fiches d'inventaire sont disponibles sur le site et là vous avez les différents critères qui passent de critères extrêmement prosaïques concernant la connaissance du bâtiment jusqu'à des déterminations de valeurs qui sont ceux qui sont partagés par Docomomo. Voilà. C'est comme ça que ça se présente sur le site avec les différentes pastilles qui montre les édifices concernés, et quand on clique dessus, on a la fiche. Voilà, vous pouvez éventuellement regarder cela. C'est assez instructif. Et puis, ça, c'est le bulletin d'adhésion. Donc, si vous voulez, je le distribuerai à la sortie. Donc, c'est une plaisanterie. Je n'en suis pas là quand même. Je ne fais pas de prosélytisme à ce point, mais il est significatif qu'on ait choisi une façade de Dubuisson, puisque ça fait partie de ces architectures qui sont très fragilisées en ce moment en raison de leur matière, des matériaux utilisés, de leur finesse et de leur subtilité, qui doivent faire face à des transformations quelquefois très dommageables. Au passage, vous avez un édifice bordelais qui est en danger actuellement, qui est de Dubuisson, qui est le hall A d'exposition, et pour lequel
aimablement, les responsables m'ont quand même répondu, puisqu'on les a alertés au titre de Docomomo, mais qui semblent être promis à la démolition. Alors, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible pour répondre à une demande, et vous allez voir que ces questions-là vont se rejoindre à propos de ces fameux, en tout cas de ces modèles d'innovation. C'est le résultat d'une recherche dans le cadre général du programme interministériel qui portait sur l'architecture du XXe siècle. Et nous avons répondu conjointement avec INAMA, qui est le laboratoire de Marseille, à cette recherche avec deux volets très différents. INAMA avait pris en charge le volet qui concernait l'habitat intermédiaire, c'est-à-dire voilà, le moment où on a réfléchi à des habitats intermédiaires entre le collectif et l'individuel, avec des opérations exceptionnelles. Et nous, au LACT, à Lille, nous avons choisi plutôt ce qu'on pourrait appeler les logements qui étaient produits en série dans ces années 70, en série, dans une politique qui a été extrêmement décriée, qui est la politique des modèles, et qui est née en fait d'une politique publique liée au plan construction qui est constitué en 1971. C'est intéressant d'évoquer cela à Bordeaux, puisque politiquement tout cela démarre avec Jacques Chaban-Delmas en 1969, où, dans son discours d'investiture, Jacques Chaban-Delmas évoque le changement, la nouvelle société, et il vise très directement les grands ensembles qui sont, à la fin des années 60, extrêmement décriés. Ce changement n'est pas seulement un changement politique dans l'esprit de Jacques Chaban-Delmas, il implique aussi un changement de forme du logement social. Et donc, je prends des images, vous voyez, là, par exemple, ici c'est la documentation française qui produit une documentation liée au logement collectif, et elle prend l'exemple très significatif de la ZUP de Massy-Antony pour montrer la forme du logement, et les commentaires sont voilà, assez critiques, y compris dans un document officiel. Cette critique, elle va se répandre, y compris dans l'imagerie populaire, pourrait-on dire. J'ai pris ici un très très mauvais livre comme exemple, mais de très grande diffusion, puisque c'était une diffusion Hachette, et sous le trait de l'humour, vous voyez, eh bien, on caractérise ces architectures dont on ne veut plus à l'époque. La répétitivité, l'uniformité, tout ce qu'ont endossé finalement les grands ensembles. Pour ce faire, il va y avoir un instrument du ministère qui gère la question du logement, qui est le plan construction, qui naît en 1971 et qui va avoir deux pratiques. Une pratique liée à l'expérimentation et une pratique un peu différente liée à l'idée de prototype, de modèle qui pourrait se répandre dans l'ensemble du territoire grâce à des bonifications de prêts destinés aux bailleurs sociaux. Les modèles innovation font partie de cela. C'est-à-dire ces trois campagnes, 73, 74, 75, d'un label qu'on décerne à des modèles que les bailleurs ont intérêt à adopter, tout simplement parce que leurs prêts sont très intéressants, donc en vue de construire du logement social. On les reconnaît de loin, de très haut, pourrait-on dire, puisque leur morphologie, eh bien, elle est là pour être en rupture avec les grands ensembles. Les grands ensembles étaient composés de manière, on va dire, classique, avec un ordonnancement qui est très repérable, souvent un signal vertical, des barres horizontales, et puis une composition très classique finalement. Donc aussi sur le territoire, on les repère très facilement. Les modèles d'innovation, eh bien, ils sont marqués par la proliférance, en fait. Ce sont des formes organiques qui, à la fois, se différencient des formes traditionnelles urbaines, pas de rue, bien sûr, et aussi qui se différencient de la forme des grands ensembles. Donc, ces formes de grappes,
qu'on voit, par exemple. Je ne suis pas allé chercher très loin celle-là. Elle est en face de l'école d'architecture de Villeneuve-d'Ascq. Et donc, ces formes de grappes, avec des espaces vides, souvent consacrés à des espaces verts ou des chemins, pourrait-on dire, c'est quelque chose qui est caractéristique de ces modèles d'innovation. Ce qui nous a semblé intéressant, pourquoi nous avions choisi d'étudier ces modèles d'innovation, c'est parce que d'abord, nous étions intéressés par le fait que cette politique a été extrêmement critiquée et qu'elle est assez mal connue, d'une certaine manière. Et puis aussi qu'on avait quelques indices d'y retrouver des formes qu'avaient choisies certaines avant-gardes de la fin des années 60. Et en fait, très souvent, les projets non réalisés, par exemple des architectes comme Yona Friedman, avaient des configurations qui semblaient avoir un lien avec ces modèles d'innovation. On pourrait dire qu'on avait l'hypothèse que les modèles d'innovation étaient une forme pragmatique de ce qui avait existé quelques années auparavant. Il n'y a pas que ceux qui n'ont pas construit qui ont produit des choses de ce type à la fin des années 60. Alors évidemment, comme je suis à Bordeaux, j'en ai profité. Il arrive aussi que des architectes qui ne sont pas du tout des rêveurs aussi aient produit des formes de ce type à peu près à la même période. Vous voyez, 1966, une équipe bien connue ici. Et surtout, aussi des projets, des réalisations qui ont eu un très grand retentissement. Je prends un exemple qui a été vraiment publié massivement, qui est Habitat 67 de Moshe Safdie à Montréal lors de l'exposition du même nom. Et en fait, Habitat 67 est publié, mais de manière continue entre sa réalisation et justement les années 73, 74, au moment où arrive cette campagne de modèle innovation. Donc, pour nous, il y avait une relation très forte, sans doute, entre ces réalisations, ces projets, et puis certains autres qui avaient un caractère exceptionnel. Je prends ici deux cas, qui est un cas métaboliste japonais, avec la tour, qui d'ailleurs, on dit poliment maintenant déconstruite. On dit plus détruite, on dit déconstruite, mais qui n'existe plus. Et puis, par contre, Habitat 67 à Montréal qui a été entièrement restauré. Autre hypothèse qui nous intéressait, c'était une hypothèse historique, c'est-à-dire que les modèles d'innovation ont été commentés de manière extrêmement contradictoire. Je prends deux cas de commentaires. Un qui est Gérard Monnier, qui a été mon professeur. Gérard Monnier évoque très positivement ces opérations, et notamment leur caractère morphologique. Il emploie même un terme qu'il prend à Henri-Pierre Maillard, qui est un architecte. Il parle du développement d'une architecture polycubique. Et aussi, il y voit un intérêt du point de vue technique, puisque pour lui, ces modèles d'innovation sont aussi le signe de l'intégration de certaines techniques dans la matière de logement qui ont une grande conséquence, notamment la ventilation mécanique contrôlée, qui va permettre des positions des pièces humides assez différenciées par rapport à la période précédente et qui se systématise avec cette politique des modèles. Donc un commentaire très positif de Gérard Monnier et un commentaire très négatif de Jacques Lucan. Jacques Lucan est architecte, mais c'est aussi un historien de l'architecture contemporaine, qui, lui, ne voit guère de différence entre ces modèles d'innovation et la période précédente, sur l'argument principal que ce sont les grandes entreprises de construction qui sont impliquées dans l'élaboration de ces modèles, ce en quoi d'ailleurs il n'a pas tout à fait tort. Alors, si on veut trouver un exemple qui corresponde à la fois à ces critiques positives ou négatives, et puis à ce contexte que j'évoquais, contexte d'influence et contexte politique de changement de la forme par rapport à la période précédente,
On pourrait évoquer un des premiers modèles qui vient à l'esprit, qui est celui d'Henri-Pierre Maillard. Henri-Pierre Maillard, associé avec l'entreprise SAE, qui est en fait un élève de l'URSSAF, donc qui se situe dans une tradition rationaliste française et qui va élaborer avec l'entreprise un modèle qui va reposer sur un système technique qui va s'appeler le tabouret Maillard. Le système technique en question, c'est celui que vous voyez là. C'est un coffrage assez sophistiqué qui permet de couler 4 supports verticaux et une prédalle ou une dalle, suivant les cas, en même temps. Et que donc on empile ce tabouret pour constituer l'ossature, en fait, d'un ensemble de logements collectifs. Les chantiers donc sont très liés à cette mise en avant de la question de l'ossature, avec en plus un signe de reconnaissance qui est l'angle rentrant du support vertical, qui va permettre, quand ils ne sont pas complètement empaquetés, de reconnaître les tabourets Maillard. Mais pour Maillard, comme pour les avant-gardes de quelques années qui précèdent, il s'agit de concevoir la ville avec cette nappe constituée de l'accumulation de ces systèmes structurels. Et les dessins qu'ils produisent montrent tout à fait et permettent de comprendre aussi pourquoi les villes nouvelles françaises ont adopté ces modèles innovation, puisque très souvent on y trouve la séparation des flux, les dalles à 5 mètres qui permettent le cheminement piéton, et donc des configurations qui sont très liées aux villes nouvelles. Voici un exemplaire d'un tabouret Maillard encore en place à Dunkerque. On pourrait dire que ça correspond, cet exemple correspond à ce qu'expliquait Gérard Monnier, puisque en plus des opérations produites avec ce tabouret sont plutôt intéressantes, notamment du point de vue des espaces généreux qu'elle procure, des espaces extérieurs sur lesquels je reviendrai et qui ont eu beaucoup d'importance à ce moment. À l'inverse, on pourrait aussi trouver des exemples qui correspondent parfaitement à ce qu'explique Jacques Lucan. C'est le cas d'un modèle innovation qui s'appelle Sika Sigma, qui est issu d'un procédé de construction navale qui s'appelle Combox, qui est inventé au Danemark, et en fait qui rejoint un rêve continu de l'architecture moderne, c'est-à-dire l'idée d'une production en série de boîtes qu'on empilerait pour constituer des logements pour le plus grand nombre. Le Sika Sigma, il est conçu par Jean Monge, qui est un grand spécialiste, qui est un architecte spécialiste de la préfabrication, qui a beaucoup travaillé pour la reconstruction. Jean-Pierre Blancard-Deléry est quelqu'un qui, à l'époque, développe une des premières agences qui développe l'informatique. Donc il y a une logique, si vous voulez, un peu productiviste dans cette conception. Des pièces faites en usine, les choses assemblées en série, comme une voiture, et on amène ça sur le chantier, on l'empile, et ça produit du logement. Donc un modèle particulièrement prosaïque, pourrait-on dire. Ce n'est pas un hasard aussi parce qu'elle correspond à la reconversion de l'industrie minière dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc on a énormément de Sika Sigma dans le Nord-Pas-de-Calais puisque l'industriel du logement flandartois, en fait, est issu de la reconversion des houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Et donc il y a 2 usines qui sont fabriquées qui vont permettre de produire ces logements comme on produit des voitures. Et donc au moment de la labellisation modèle innovation à la direction de la reconstruction, eh bien, les exemples que montre cette société, enfin ce modèle pour réclamer cette labellisation modèle innovation, voilà, insiste sur ce procédé constructif à empilement. La réalité sur le terrain est un peu différente parce que je reviendrai, on a réalisé un inventaire pour voir ce que donnaient les opérations. Ce sont plutôt des petites unités construites et on a trouvé curieusement énormément de variations dans des sites qui finalement faisaient qu'on avait effectivement des productions très triviales, mais aussi d'autres qui étaient plutôt intéressantes et
notamment avec des habitants qui s'y trouvaient plutôt assez bien. Voilà. Alors, ces considérations, j'ai pris 2 exemples absolument très contrastés de ces modèles d'innovation, et ça nous a incité à aller voir vraiment sur les terrains comment étaient réalisés, plutôt que de se fier uniquement au système constructif et aux plaquettes de présentation. Et il faut se méfier de généraliser ces modèles d'innovation, de toute façon, puisque je vais prendre un cas aussi qui semblait être très pragmatique. C'est un des modèles qui est conçu par un ingénieur. Il n'y a même pas d'architecte qui est concepteur du modèle. C'est Jean Barretz. Jean Barretz, c'est quelqu'un très connu dans le milieu de la préfabrication. Il a travaillé avec Marcel Breuer à Flaine. Il dépose énormément de brevets avec une société qui s'appelle la Cofeba. Et il imagine un modèle qui s'appelle Maille, qui est constitué, qui repose sur une trame de 90 par 90 qui définit toutes les dimensions des différentes pièces assemblées entre elles. Le modèle Maille, c'est donc un des modèles les plus pragmatiques. Il n'y a même pas d'architecte au niveau de la conception. Et on pourrait penser qu'il va répandre sur le territoire, puisque c'est l'objectif de son inventeur, qui montre dans des cartes le nombre d'opérations qui sont en cours donc au moment de la campagne. Eh bien, en fait, dans certains cas, donc ce sont des architectes d'opération qui ont adapté ce modèle sur un terrain. Eh bien, on se retrouve avec des opérations qui ont une très grande qualité. Et dans l'inventaire que nous en avions fait, on a repéré une qu'on a même signalée pour qu'elle bénéficie d'une protection. Et ça ouvre un autre chapitre historique, c'est que quand ces modèles d'innovation arrivent sur le marché du logement, eh bien c'est un moment aussi où il y a un retour à certaines configurations de la ville traditionnelle pour toute une génération d'architectes. Et en fait, c'est l'AUA, à côté de Longness, Arc, ce sont les cristalleries d'Arc, donc ce qui explique qu'on a besoin de loger du monde, parce qu'il y a encore du monde qui travaille dans les cristalleries à ce moment-là. Et l'AUA, surtout Tribel et Loiseau, dans l'AUA, vont utiliser ce procédé, donc qui est extrêmement prosaïque, pour construire un ensemble assez remarquable qui en fait associe une place, une rue très linéaire, articulée avec une place ouverte qui s'ouvre sur un silo à voiture. Enfin, il y a toute une composition, si vous voulez, qui reprend le registre de la ville traditionnelle, tout en utilisant ce procédé constructif qui va conférer à l'ensemble un aspect extrêmement intéressant. Je vous montre ici la maquette, les photos de la maquette qui sont aux archives de la direction de la construction. Et l'opération, elle bénéficie du coup d'un niveau de finissement qui est lié à une très très grande qualité de préfabrication. Donc on y voit l'expression des joints, ce qui est fondamental dans l'architecture bien sûr préfabriquée, et aussi une déclinaison des textures qui sont liées à la fabrication en atelier des différents panneaux de façade, des gravillons qui vont donner cette texture et cette couleur, qui sont très proches des gravillons que mettaient en fond de coffrage les éléments préfabriqués de Lodz, par exemple, de quelques années avant, ou encore, vous voyez, la briquette des terres cuites qui sont mis aussi en fond de coffrage et qui donnent à l'opération une grande qualité de finition. Alors, il y a 30 modèles. Bon, ça, ce sont des détails, avec les claustras qui concernent bien sûr le silo à voiture. Il y a 31 modèles qui sont produits à ce moment-là en France, qui se répandent dans tout le territoire. Ça concerne une quantité importante de logements. Et donc, les archives montrent que les opérations se développent. Et vous voyez, il n'y a guère que le centre, sud-centre de la France, qui échappe à la réalisation de modèles, mais toutes les grandes agglomérations vont adopter pendant à peu près 9 ans ces modèles pour construire le logement social, avec des concentrations dans certains secteurs. Nous en avons fait l'inventaire
dans les Hauts-de-France. Ça faisait partie d'une deuxième phase de la recherche. La zone que vous voyez rouge, c'est le bassin minier. Vous avez compris qu'on allait fatalement avoir des Sika Sigma, puisque les usines étaient celles des houillères, et les houillères sont ceux qui construisaient des logements pour les gens qui travaillaient encore dans les houillères. Mais pour le reste, vous voyez, ce sont au moment où on a des agglomérations, avec quelques fiefs politiquement importants. Amiens est une ville communiste, Calais est une ville communiste. On y construit beaucoup de logements sociaux. Et donc aussi les villes nouvelles, Villeneuve d'Ascq, vous voyez, par exemple, au nord-est, avec voilà, au moins 7 opérations, si mes souvenirs sont bons, de modèles innovation. Ces modèles innovation aussi concernent, toujours en ayant en tête les critères du label ACR, eh bien, des architectes qui ont une certaine notoriété. C'est le cas notamment d'André Wojanski, qui s'associe avec une jeune équipe qui s'appelle Atelier Sud ou Sud Atelier, avec un architecte qui est assez connu qui s'appelle Alain Amédéo, et qui imagine un modèle innovation qui s'appelle Salamandre, et qui reprend une esthétique, pourrait-on dire, qui a une relation un peu lointaine, mais quand même visible avec l'esthétique corbuséenne, avec un vocabulaire intéressant, puisque Wojanski reprend un vocabulaire de on va dire, des configurations urbaines. Vous voyez, il évoque la rue, alors que la rue, elle est complètement déhanchée avec cette architecture, ou les places. Et on retrouve à l'intérieur du logement, c'est le logement ici témoin qui est réalisé à Firminy à propos de ce modèle, des éléments qui, de mon point de vue, affichent cette influence corbuséenne. Bon, le dessin des menuiseries, le fait que les parties ouvrantes soient pleines et que les parties vitrées soient fixes. Vous voyez sur le canapé, il y a une salamandre en peluche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la salamandre, pour Wojanski, pour cette opération, est liée au déhanchement. Voilà. Et que donc, il va se servir des circulations verticales, en fait, pour articuler des volumes à empilement. C'est comme ça qu'il va générer ces configurations urbaines si différentes. Le logement, lui, bon, ce qui est intéressant, c'est la terminologie qu'il utilise. Et c'est un rare exemple où les aménagements intérieurs sont conçus initialement, c'est-à-dire tout le détail des équipements, les cabines, les salles de bain, sont des salles de bain préfabriquées initialement. Bon, après, ça évoluera un peu, mais dans le modèle, c'est comme ça que c'est conçu. Et donc, un exemple très courant dans la ville nouvelle ici de Villeneuve d'Ascq qui montre les limites aussi de ce principe, parce qu'on montre des configurations un peu chahutées, mais il s'agit essentiellement d'une architecture à empilement, où on empile des logements qui ont les mêmes configurations. Voilà, on a trouvé des parties qui étaient à peu près dans leur état initial et quand elles sont en copropriété. Un modèle qui a eu aussi énormément de succès et qui est vraiment un des plus intéressants. Nous avons fait cette étude au moment du Covid, et les maisons gradin-jardin, qui est un habitat intermédiaire d'Andro et Para, ont la caractéristique de développer pour chaque logement une terrasse d'à peu près 25 mètres carrés. Alors, je peux vous dire que quand on visitait au moment du Covid et du confinement un logement où il y avait cette possibilité d'espace extérieur, on avait des remarques extrêmement positives. Le modèle innovation maison gradin-jardin va être décliné en plusieurs configurations, des configurations linéaires, des configurations en grappe, et puis une configuration assez spectaculaire en forme de pyramide, dont on a quelques exemplaires. Donc c'est le système de gradinage avec des logements en duplex, les chambres là ici en attique, les pièces de vie au premier niveau, avec le dégagement de la terrasse grâce au décalage. Donc c'est le principe de ces modèles d'innovation. Ils sont assez appréciables et ça fait partie des modèles d'innovation qui sont en grand nombre sur le territoire et transformés de manière très variée
on va dire. Ceux-là sont encore à peu près dans leur état initial, avec des déclinaisons de matériaux, notamment sur les parties de remplissage. Bon, là, c'est du parpaing enduit, mais on a de la brique, on a d'autres matériaux, et des polychromies souvent un peu spectaculaires. Voici le modèle pyramide qui a fait la couverture de l'ouvrage qu'on a consacré à ce modèle, qui est ici une copropriété à Villeneuve-d'Ascq. Pour peut-être un peu clore cette présentation de sélection de modèles, je voudrais en présenter un qui, à mon avis, est sans doute le plus révélateur de l'état d'esprit qui préside à la conception de ces ensembles. C'est un des modèles que je juge le plus intéressant dans l'idée d'association d'une technique constructive avec les incidences sur la configuration du logement. Ce n'est pas du tout le plus connu, mais c'est un modèle qui repose sur un système de potogène. Potogène, c'est l'association de la circulation des fluides avec le système porteur vertical. Et comme vous le savez sûrement, ce qui conditionne la distribution d'un logement, c'est la position des gaines. C'est ça qui fait on va dire, qui définit finalement la souplesse ou non de la configuration du logement. Georges Moriot, c'est sans doute l'architecte le plus connu qui a développé ce potogène avec une flexibilité du logement. Mais Louis Schneider va imaginer un système qui repose aussi sur ce principe, mais avec une plus grande complexité qui est liée sans doute à cet intérêt pour l'avant-garde. Il met au point ce modèle avec une des rares femmes architectes très actives à l'époque, qui est Victoire Durand-Gasselin, mais qui cesse ses activités en 1973. Donc elle apparaît dans la conception du modèle et ensuite elle disparaît dans les opérations. Voilà le potogène, c'est un U en fait, en plan, qui constitue la structure verticale et qui est aussi donc une gaine de circulation des fluides. Là où c'est encore plus compliqué pour Louis Schneider, c'est qu'il va associer une trame orthonormée, qui est celle de la clôture du logement, avec une trame diagonale qui est celle de sa structure verticale. Donc sur le schéma de gauche que vous avez le croisement de deux systèmes géométriques qui va expliquer la forme que vont prendre ces ensembles, qui va être assez complexe, qui vont dégager, ils sont reconnaissables parce qu'ils dégagent des terrasses triangulaires, parce que c'est soit la clôture, bien sûr, cette forme, soit le reste de la confrontation des deux trames, et donc ça va être aussi un signe de reconnaissance. La machine qui fabrique ça est imaginée par la société Quille. Voilà le coffrage, qui est évidemment aussi assez complexe du point de vue technique, et qui permet d'arriver à ce plan où on voit le poteau qui sert évidemment aussi de gaine de circulation des fluides. Mais pour Louis Schneider, cela entraîne des conséquences dans le logement. Et les logements qu'il va dessiner pour faire agréer le modèle montrent en fait une très grande flexibilité, puisque à partir du moment où on peut associer systématiquement une pièce humide, cuisine ou salle de bain ou WC, à la structure, parce que la structure sert de gaine de circulation verticale des fluides, eh bien on peut donner des configurations très différentes. On peut à la fois adopter une configuration proche de la façade ou en noyau central. Donc on peut adopter toutes sortes de configurations. C'est ce qu'il montre dans ses dessins. Et il associe cette idée à une sorte de souplesse aussi des corps, puisque le mobilier qu'il dessine est aussi très lié à ces années 70. Donc c'est un des modèles que je montre en exemple de la pensée à l'époque, qui croise toutes ces dimensions du changement, y compris du changement de la vie courante au sein du logement et au sein d'un logement familial. Il se situe néanmoins dans une tradition qui est aussi française, qui est liée, qui est une forme de rationalisme et d'expression de la structure, puisque là, on voit qu'on est dans un système de poteaux et de remplissage. Il y a les abouts de dalles, les potogènes qui sont en façade et les fameux triangles qui sont dégagés
par le croisement de la trame diagonale et de la trame orthonormée. Il met au point ce système, ce modèle, dans le cadre d'un concours qui est le dernier grand concours où on peut échapper à la limite des 500 logements qui sont liés les 500 logements maximum qui sont liés à la circulaire Guichard, qui va diminuer la taille, le nombre de logements. Et en fait, il y a un concours qui est fait pour Villeneuve d'Ascq, qui est le concours de 1000 logements. Et c'est le dernier grand concours où on peut encore faire 1000 logements dans une seule opération. Et il arrive deuxième. Et donc, en compensation, on va lui donner une opération. C'est Josic qui gagne ce concours qui s'appelle le quartier du Pont-de-Bois à Villeneuve d'Ascq, où il réalise 1000 logements. Et il arrive deuxième, donc en compensation, on lui donne 600 logements quand même à faire à proximité, et qui se répartissent comme ça, comme des grappes, à partir de ce système. Voici les photos en 77, à la fin du chantier, où on voit le principe de structure et de remplissage, et puis surtout le principe aussi de circulation de nappes, puisque les rez-de-chaussée sont complètement ouverts, dans l'esprit de la ville nouvelle, qui est une ville nouvelle où on circulait initialement à 5 mètres au-dessus des voitures en ce qui concerne les circulations piétonnes. Encore une image de cette opération en fin de chantier. Elle aussi, elle est juste à côté de l'école d'architecture, vous voyez. On peut taxer de localisme en m'intéressant à cette architecture. Mais ce qui nous a intéressé aussi, c'est bien sûr ce qu'elle est devenue, puisque elle a été l'objet de plusieurs transformations. Une première qui est un palulos, une deuxième qui est liée à l'isolation par l'extérieur. Et l'argument est là, hein, il s'agit d'isoler un ensemble, mais surtout, il s'agit de complètement masquer son apparence et certaines de ses qualités architecturales, certaines de ses singularités également. Et surtout, les bailleurs qui ont géré cette opération, et même les architectes qui l'ont entreprise, puisqu'il y a des architectes qui ont opéré de la sorte, n'avaient aucune idée du principe de fonctionnement de ce potogène quand ils ont choisi de l'empacter complètement et de changer, vous le voyez, y compris la polychromie. Cette opération, il n'y a plus aucune logique visible par rapport à son état initial. Voilà, alors pour terminer mon propos et essayer de rester dans les temps qui me sont impartis, en ce qui concerne le label ACR, je l'ai dit, en fait, nous avons repéré sur le territoire 85 opérations, sur le territoire des Hauts-de-France, donc les 5 départements, 85 opérations, en croisant les archives de la direction de la reconstruction, où il y avait des listes, et puis un repérage par avion numérique, je vous rassure. Nous n'avions pas les moyens de... Et donc, ça s'appelle Google Earth, hein, mais Google Earth, vous avez compris qu'on reconnaît très facilement les modèles d'innovation. Donc, vous pouvez croiser comme ça le repérage. 85 opérations et 15 modèles d'innovation qui ont été adoptés dans le Nord. En voici, ce sont les couvertures des plaquettes de présentation. Et puis, on les a justement confrontés, ces 85 opérations, avec les critères que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en tant que modèle d'innovation issu d'une politique publique, il y avait un critère qui était toujours coché, puisque les modèles d'innovation sont vraiment liés à une politique publique. Donc, de toute façon, il y avait au moins un critère qui était constant. Hein, mais bien sûr, nous avons cherché des opérations qui étaient encore, qui avaient encore des caractéristiques lisibles par rapport à ce qu'elles étaient à l'origine. Et là, ça a été une découverte. En fait, ces opérations ont subi exactement les mêmes transformations que les grands ensembles qu'elles étaient supposées changer du point de vue formel. Et donc, en fait, les mêmes opérations avec les mêmes procédures,
palulos, isolation par l'extérieur, changer l'image, exactement. Et les bailleurs, puisque nous avons rencontré les bailleurs n'avaient aucune idée, parce que les générations ont changé, et donc de la nature des opérations. C'est-à-dire qu'en fait, ces opérations n'avaient rien à voir. Les bailleurs géraient ces opérations comme les opérations des grands ensembles, quelle que soit leur date. Bon, ça, c'était quand même un petit peu... c'est quand même quelque chose qui nous a beaucoup troublés, parce que on pensait initialement que nous allions trouver des opérations, je dirais, comme elles étaient plus récentes, qui étaient plus proches de leur état initial. On a eu beaucoup de mal à en trouver qui étaient encore dans leurs caractéristiques initiales. Nous en avons sélectionné 21. Celle qui est grisée en bas, c'est une opération à Gemont qui a été détruite pendant qu'on l'a présentée à la Commission régionale du patrimoine de l'architecture. Peut-être qu'il y a quelque chose de cause à effet, d'ailleurs, à mon avis, parce qu'ils se sont dépêchés. Et puis, nous avons aussi profité des crédits de recherche pour faire un inventaire photo par un bon photographe qui s'appelle Vincent Le Cygne, qui n'est plus de ce monde, malheureusement. C'est un de ses derniers reportages. Et qui a contribué, bien sûr, parce que il faut vous imaginer que de présenter une vingtaine de logements modèle innovation dans une commission régionale de l'architecture du patrimoine, en série, c'est-à-dire comme un ensemble cohérent, ce n'est pas du tout, ça ne va pas de soi, en fait. Et donc, on a cherché à aussi montrer ces opérations sous un jour qui était extrêmement positif, ce qui explique cette campagne de photographique, et aussi qui a donné lieu à une exposition qui est disponible. Je m'adresse à Laurent Chevalier, mais qui baisse la tête, qui est tout à fait disponible, tout à fait gratuitement. Elle peut circuler dans les écoles, il suffit de payer le transport. C'est en fait une vingtaine de panneaux qui expliquent à la fois le principe de ces modèles et aussi les différentes opérations avec des commentaires. Voilà. Et enfin, pour vraiment cette fois-ci conclure, il nous a semblé très intéressant au cours de cette recherche de nous intéresser aux représentations de ces modèles qui étaient très révélatrices en fait de leur contexte historique. Cette volonté cette croyance d'abord en la technique comme salvatrice des mots contemporains, comme ouverture vers une flexibilité du logement, comme aussi une forme de liberté qui serait obtenue grâce à la technique. Elle nous montrait des images dans les plaquettes qui étaient extrêmement intéressantes. C'est ici le cas, par exemple, des jeux pour enfants qui sont utilisés, qui sont ceux du groupe ludique, une petite équipe constituée d'architectes qui essayait aussi de développer des jeux pour enfants un peu différents et qui reposent aussi sur la souplesse, pourrait-on dire, formelle. Et aussi dans les représentations, y compris les critiques qui étaient formulées étaient extrêmement intéressantes. En 1974, il y a une grande exposition au Grand Palais consacrée au modèle innovation que nous avons étudié. Une exposition qui est faite avec, franchement, 3 bouts de ficelle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une exposition. Il y avait des stands sur des tréteaux avec les différents concepteurs qui montraient les modèles qui avaient été adoptés. Et Rezer visite, Jean-Marc Rezer visite cette exposition et il produit une double page dans Charlie Hebdo qui montre à la fois son intelligence parce que il y a une dimension bien sûr critique dans la visite qu'il fait de cette exposition. Il a plutôt une position qui serait celle de Jacques Lucan. Voilà.
ah, c'est vachement nouveau, oui, tu parles, bon, etc. Et il finit par nous dire que les abeilles font ça depuis longtemps, puisque c'était, vous le savez peut-être, un écologiste de la première heure. Donc, ces représentations sont, à notre avis, très significatives, à la fois des critiques et à la fois des aspects peut-être qui nous permettent de relire cette opération avec un recul historique indispensable pour en comprendre tous les ressorts. Voilà, tout ça est dans un livre qui est donc l'œuvre de ma collègue Caroline Bauer et de moi-même, et qui est consacré à l'ensemble de cette opération. J'espère vous avoir convaincu qu'il faut regarder les modèles d'innovation avec un peu plus de tendresse que on peut en voir à l'œuvre dans le quotidien. Merci de votre attention.